bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui nous allons revenir avec la pyramide, ou en tout cas nous allons parler de la fameuse onde de forme de la pyramide qui est très importante. Et surtout on va y ajouter un élément, l'élément eau. Alors ça, vous allez me dire, quel lien est-ce qu'on peut faire avec l'eau et la pyramide ? Eh bien, vous allez être étonné avec mon invité aujourd'hui, Jérôme Maury, qui vient spécialement de Rouen, ici à Bruxelles, pour tourner cette interview. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, très bien et toi ? Bah écoute, je te remercie vraiment d'avoir fait le déplacement. Après, on va même expliquer pourquoi, parce que voilà, il y a une petite surprise, on en parlera justement à la fin. Alors, pour te présenter, alors c'est vrai que je t'ai découvert via le dîner OVNI que tu as donné d'ailleurs chez Marc, au restaurant L'étrier, à Rouen, où j'ai d'ailleurs donné récemment aussi un dîner. Donc c'était toi le 58e, je pense, C'est ça. sans de mettre de numéro, parce que nous ne sommes pas des numéros, voilà, entre autres. Et donc tu as donné une superbe conférence de plus de 2 heures sur justement tes recherches par rapport à la pyramide et l'eau. Alors, pour te présenter un petit peu, Jérôme, dis-moi un petit peu qui tu es, quelles sont tes formations, comment ça a commencé, tout ça, etc. Alors, donc Jérôme, 43 ans, donc originaire de Normandie, et j'ai une formation de technicien frigoriste. Et, On va voir que c'est important d'ailleurs. Important pour mes recherches. Pour la suite. Oui. Et donc je me suis intéressé il y a maintenant un peu plus de 5 ans sur les pyramides. Et donc j'ai voulu chercher par moi-même la fonction de ces édifices que l'on retrouve un petit peu partout sur Terre. Alors effectivement, oui, donc tu as fait énormément donc, de recherches par rapport à ça. Ton métier donc de frigoriste, on le verra durant cette interview, est très important. Tu le savais pas toi-même d'ailleurs, tu ignorais d'ailleurs tout à fait le lien avec tes recherches. Et voilà, donc effectivement, alors tu as procédé disons à quelques mesures. Tu as déjà constaté une chose, c'est que la pyramide n'est évidemment pas un tombeau. Tout à fait. Donc ça, je crois que voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à ces pyramides d'Égypte et qui se doutent qu'en fait ce ne sont pas des tombeaux. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais te dire Donc du coup, il y a un déclic derrière tout ça. On se dit, mais si c'est pas des tombeaux, quelle est la fonction de ces édifices justement ? Donc on commence à creuser un peu le sujet, on se retrouve face à de nombreuses théories. Je ne suis pas le premier à découvrir ça. Il y a beaucoup de gens depuis longtemps qui savent que ce ne sont pas des tombeaux et donc qui ont creusé un petit peu le sujet et qui ont essayé de chercher par eux-mêmes cette autre fonction cachée. Et moi, face à toutes ces théories, à un moment, j'ai voulu essayer de découvrir par moi-même, avec mes propres recherches, le but de ces édifices. Voilà. Et donc, comme tu parlais justement, principalement pour la Grande Pyramide, à un moment donné, mon métier m'a permis de comprendre un petit peu le fonctionnement que je présume dans cette Grande Pyramide. Alors, quelque chose de très important, en tout cas pour les pyramides d'Égypte, c'est que donc tu as constaté aussi qu'il y avait des bâtiments, des temples, apparemment, semble-t-il, autour de cette pyramide, et pas que. Il y a quelque chose de très important qui va aussi effectivement étayer tes recherches. Tu as découvert donc ces vestiges par rapport autour de la pyramide. Oui, ces murs d'enceinte. Oui. Lorsqu'on regarde un petit peu tous les plans de tous les sites en Égypte, on se rend compte qu'autour des pyramides, il y a systématiquement un mur d'enceinte qui entourait ces pyramides. Et du coup, ça reste un petit peu énigmatique pour un tombeau. C'est comme si autour de chaque tombe dans nos cimetières, on faisait un mur. C'est pas logique. Pour protéger quoi Si c'était réellement des tombeaux, la dépouille, je pense, était assez protégée à l'intérieur de ces immenses édifices. Pourquoi en plus rajouter ce mur d'enceinte Et il y a aussi ce que les égyptologues appellent les chaussées processionnelles. C'est-à-dire que selon eux, c'est une fois que l'édifice servait de tombeau, les pèlerins égyptiens allaient rendre hommage à la dépouille du pharaon en montant du Nil par ses chaussées jusqu'au temple au pied des pyramides pour aller faire des offrandes.
Et moi, dans mes recherches, j'en ai déduit d'autres fonctions. Donc ce mur d'enceinte ne servirait pas à protéger les pyramides, mais pour moi à stocker de l'eau autour de chaque pyramide, pour que cette eau soit dynamisée par l'onde de forme dont on va parler un peu plus tard, je pense. Et ces chaussées, pour moi, servaient à évacuer cette eau, justement, de ce bassin qui entourait les pyramides, jusqu'à aller se déverser dans le Nil, ou pourquoi pas, on s'en servait pour irriguer des champs, voilà. Et alors surtout, il y a quelque chose de très important. Tu as aussi constaté que finalement, il y avait... ils ont retrouvé des vestiges d'une barque, c'est ça ? Oui. Au pied de la Grande Pyramide, en fait, on avait déjà constaté des énormes fosses. Oui. Il y en a 5, des fosses vides, mais avec cette étrange forme qui épouserait parfaitement la coque d'un bateau, en fait. Et je crois, c'est en 1950, lors de fouilles au pied de la face sud de la Grande Pyramide, ils ont mis à jour en fait une fosse qui renfermait un bateau en kit. Enfin, sur le moment, lorsqu'ils ont découvert cette fosse et qu'ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur, ils se sont aperçus que c'était un amas de bouts de bois. On ne savait pas trop ce que c'était. Et donc, c'est un arabe, je ne me rappelle plus son nom, qui a mis 12 ans à reconstituer le kit. En fait, et c'était en fait une barque, ce qu'on appelle la barque solaire de Khéops, qui est maintenant exposée au pied de la Grande Pyramide dans un petit musée. Et en fait, c'était une barque, et certains spécialistes de bateaux ont analysé un peu cette barque. Ils disent qu'en fait, elle pourrait très bien affronter les hautes mers. De par la forme de sa coque, qui est extrêmement bien profilée. Bon, ce qui est un peu étrange, c'est qu'elle a des rames gigantesques. Pour être manipulée par des humains, c'est pas pratique. Non, on dirait plus qu'elle était faite pour des géants, cette barque. Oui, en plus, d'après le plan, je crois qu'on la voit, cet emplacement, c'est vraiment au pied de la pyramide, je pense. Oui, c'est ça, oui, après ce fameux mur d'enceinte, mais vraiment au pied de la pyramide. Et il y en a une deuxième barque, enfin une deuxième fosse, dans laquelle il y a toujours les vestiges aussi d'une seconde barque en kit. Mais là, on n'y a pas touché à celle-là. On l'a laissée telle quelle. Donc on peut aisément penser éventuellement que finalement les pyramides étaient entourées d'eau quelque part, puisque, c'est encore une hypothèse bien sûr, mais... Alors, je pense qu'elles étaient entourées d'eau de par ce mur d'enceinte qui retenait l'eau, mais autour de la pyramide, sur le site même, non, c'était pas entouré d'eau. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression qu'elle a été agencée pour contenir des barques qui étaient justement incrustées dans des fosses. Et j'invite les auditeurs à regarder certaines photos de ces fosses sur internet, où on se rend compte qu'il y a des espèces de crochets d'amarrage gigantesques. C'est-à-dire que ces barques qui étaient posées à même ces fosses ouvertes devaient être très solidement amarrées. Et en plus, on retrouve ces deux fameuses fosses où on a là des bateaux en kit. Donc, alors, les égyptologues expliquent que c'était en fait la barque du pharaon pour pouvoir naviguer dans l'au-delà. Donc, pourquoi en faire 2 en kit et 5 autres où apparemment il y a des bateaux qui ont été utilisés, parce qu'on n'a jamais retrouvé ces bateaux. Donc on a plus l'impression que ça a été, comment dirais-je, un site où on avait préparé des bateaux prêts à être utilisés, peut-être en cas de fort déluge. Enfin, c'est toute l'impression que ça m'a donné. Voilà. Parce que justement, les fameuses fosses où on a retrouvé cette barque en kit étaient vraiment complètement hermétiquement fermées. C'est-à-dire que de l'eau ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur de ces fosses. C'est comme si on avait dit, voilà, on vous prépare des fosses avec un bateau en kit, prêt à l'emploi. Et en cas de déluge, si jamais les 5 bateaux qui étaient dans les fosses ouvertes étaient balayés par un tsunami, enfin, j'imagine, bon, au moins vous aurez toujours 2 autres barques prêtes à être reconstituées. Voilà. Parce qu'alors, justement, toi tu as fait justement une étude super importante, c'est que, alors visiblement, l'eau a, on commence à le comprendre, un rôle très important, et visiblement les Égyptiens, enfin en tout cas les bâtisseurs des pyramides, avaient découvert un moyen de faire donc transporter l'eau à l'intérieur de la pyramide, par un système très ingénieux, finalement, technologiquement vraiment très avancé sur notre temps quelque part. Oui, tout à fait. Alors ça, je sais qu'il y a plusieurs aspects à découvrir dans cette étude. Par où ça a commencé, Jérôme ? Mes recherches par rapport à...
à cette circulation Alors moi, ce que j'ai commencé, c'est par regarder un peu la structure interne de la Grande Pyramide. J'ai D'accord. vraiment fait un focus sur la Ok. Grande Pyramide. Bon, j'ai regardé les autres, mais bon, c'est vraiment la plus importante, hein, une des 7 merveilles du monde. Et moi, je voyais dans cette structure, je dirais, une machine. D'accord, oui, c'est ça. Voilà. Ok. Ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, elle n'est pas du tout adaptée pour une circulation humaine, cette pyramide. On a des petits couloirs ridiculement petits, des salles gigantesques, bizarroïdes. On se dit, mais c'est pas adapté pour une circulation humaine. Moi, je voyais une machinerie. Et j'ai essayé de comprendre à quoi cette machinerie pouvait fonctionner, enfin, pouvait servir. Et c'est un jour, en analysant un petit peu de plus près la grande galerie, Ok. si tu vois ce que je veux dire, cette immense salle qui fait 47-48 mètres de long, sur 8 mètres de haut, c'est gigantesque, dite encorbellement avec des facettes. Et moi, justement, où ça a fait un peu tilt par rapport à mon métier, c'est que moi, je voyais dans cette grande galerie, je me disais, tiens, elle a toutes les caractéristiques d'un condenseur. Enfin, elle pouvait servir d'une salle de condensation. D'accord. Si de l'eau venait se condenser sur les parois de cette pièce, elle en avait toutes les caractéristiques. Donc après, c'est là où j'ai eu l'eau qui est venue dans mes recherches, et j'ai dit, tiens, est-ce qu'elle servait pas est-ce qu'il n'y avait pas un lien avec l'eau, cette structure interne? Est-ce qu'elle ne servait pas à faire quelque chose avec de l'eau? Ouais, surtout à quoi ça servirait, parce que bon, avoir de l'eau sur les murs, déjà chez nous, c'est déjà pas terrible. Non, faut mieux éviter. Mais ouais, là, voilà, c'est comme ça que j'ai un peu orienté mes recherches sur l'eau. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas une fonction liée à l'eau? Et un jour, j'ai découvert, en cherchant sur Internet, les travaux d'un Américain, John Cadman. D'accord. Et alors, ce monsieur a démontré que dans les sous-bassements de la Grande Pyramide, c'est-à-dire entre autres la chambre basse, il y avait un système de pompe hydraulique qui permettrait d'acheminer de l'eau au sein de la Grande Pyramide. Et en plus, il a réussi à démontrer ce qu'il avançait, puisqu'il a réussi à reproduire chez lui, dans sa cour, le principe. Et ce qui est marrant en plus, c'est que dans tout ce système, il utilise une espèce de boîte dans laquelle il a reproduit à l'identique le sol de la chambre basse. Et la forme de ce sol, qui est un petit peu tortueux, en fait, ça permet une circulation de l'eau dans ce sol qui permet un phénomène de coup de bélier. Et justement, par ce coup de bélier, on peut acheminer de l'eau dans la Grande Pyramide, en son sein. Il a réussi à faire fonctionner son système, sans aucun artifice électrique ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il a utilisé ce que tu disais, un principe que je pense que les bâtisseurs, moi j'aime pas dire les Égyptiens, Non. les bâtisseurs connaissaient et avaient reproduit à l'intérieur, dans les sous-bassements de l'édifice. Voilà. Alors justement, pourquoi acheminer de l'eau finalement à l'intérieur d'une pyramide? À quoi ça servirait selon toi? Voilà, moi, à un moment je me suis dit, mais pourquoi? Ça n'a pas trop de sens, Non. À moins d'avoir comme les Romains, avoir des termes peut-être à leur disposition. Oui. Mais alors après, on a beaucoup parlé de l'énergie électrique, que soi-disant les Égyptiens. Oui, d'accord. Les Égyptiens utilisaient, ils connaissaient l'électricité. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne servait pas justement à alimenter un système pour pouvoir faire de l'électricité? Voilà, on sait très bien qu'il y a dans chaque pyramide, lorsqu'on s'enfonce très bas, il n'y a aucune trace de suie. Ça a souvent interloqué les chercheurs en se disant, mais comment ils ont fait pour travailler dans le noir sans avoir aucune trace de suie sur les murs? On avait parlé de miroirs, de feux de... Ouais. Bon, Aziz Lumière, comme dans le 5e élément. Ouais, c'est ça, voilà. Et après, voilà, pourquoi pas, l'électricité. Et puis, en creusant un petit peu, en cherchant plus en profondeur, moi j'ai découvert ce qu'on appelle l'onde de forme des pyramides. Ah. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire le lien avec l'eau. Parce que j'ai découvert des travaux de personnes qui en fait ont expliqué clairement que chaque objet, chaque forme dégage et émet une émission d'une certaine énergie. Et les pyramides, cette forme pyramidale, justement la particularité d'émettre une énergie qui apparemment est très bénéfique pour tout le vivant. C'est-à-dire que pour les plantes, même bonifier les boissons, même pour le corps humain, voilà. Et tout en faisant ces recherches, j'ai réussi à faire le lien avec l'eau. D'accord. Parce que le vivant sur Terre, en fait,
est composé d'eau, tout simplement. C'est vrai qu'il y avait des tests qui avaient été faits par, je crois, c'est René ou André Bovis, je ne sais plus comment il s'appelle. André Bovis. Et il avait mis, je crois, un petit morceau de viande, c'est ça. C'est ça. Il avait. Et la particularité de ce morceau, c'est. En fait, il s'était complètement déshydraté, voilà, desséché et sans pourrir. C'est-à-dire que si on prend un morceau de viande qu'on le laisse sous un bol dans sa cuisine, au bout de 15 jours, on va jeter le morceau de viande parce qu'il est complètement moisi, il pue. Et là, si on laisse ce petit morceau de viande sous une pyramide, alors la particularité, c'est qu'il faut que la pyramide soit bien orientée, que ses 4 faces soient orientées nord-est, sud-ouest. Sinon, ça marche pas. Ah, alors ça c'est important, parce que tu as justement détecté, mais ça on va en revenir, que les pyramides justement sont orientées d'une certaine manière. Voilà. Donc après, en découvrant tout ça, moi j'ai repris un petit peu tous les sites en Égypte, et c'est là où on se rend compte que toutes les pyramides en Égypte ont cette même orientation, c'est-à-dire que leurs 4 faces sont orientées nord-est, sud-ouest. Okay. Donc il y avait bien un but des bâtisseurs d'orienter de cette manière. En plus, il y a des sites qui sont éloignés de plusieurs kilomètres, ils auraient très bien pu, sur un site, respecter cette orientation, puis sur un autre site, on les met toutes d'une autre façon, mais non, sur tous les sites, ils sont orientés de cette manière. Donc en lien avec ce que André Bovis avait découvert, avec cette onde de forme qui est en lien avec l'eau, pour moi, voilà, c'est comme ça qu'un peu j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et j'ai un petit peu compris après pourquoi ils amenaient de l'eau dans la pyramide, enfin selon moi. Quel était le but justement d'envoyer de l'eau dans cette pyramide? Tu disais justement là tout de suite qu'on ne pouvait pas habiter, enfin selon toi, que la pyramide finalement n'est pas le genre de bâtiment dans lequel on peut habiter. On peut circuler. On peut circuler, oui. Mais pas habiter, d'après toi. Si on réagit comme les morceaux de viande de Bovis... Voilà. C'est ce qui expliquerait peut-être la momification des momies. Des momies, et pas tout ce que finalement on nous rabâche les oreilles avec ça, avec tout ce rituel qu'il y a à faire. Moi, c'est ce que justement je me suis dit, certainement, parce que chaque pyramide a une fonction différente. Parce que ça peut servir à beaucoup de choses, je pense, la pyramide. Et certainement qu'il y avait des pyramides qui étaient dédiées à la momification des corps, des pharaons ou autres. Donc il y avait ce rituel d'embaumement, etc. Et pourquoi pas placer une momie ensuite dans une pyramide pendant un X temps, pour qu'elle se déshydrate complètement et qu'elle ne pourrisse pas justement. Et ensuite on avait une momie qu'on pouvait aller enterrer dignement dans un tombeau digne de ce nom, comme on a retrouvé dans la vallée des rois. C'est ça qui est étrange avec les explications des égyptologues, c'est qu'on a retrouvé plein de momies dans la vallée des rois, on n'a jamais retrouvé une seule momie dans une pyramide. C'est ça. Voilà. Donc ça, alors après, ils ont un petit peu... Oui, mais c'était des cénotaphes. C'est-à-dire des représentations du tombeau ou du... Ils se sont embêtés pendant des dizaines d'années à fabriquer des pareils édifices juste pour faire une représentation. Il y a peut-être autre chose à faire. Surtout que c'est quand même pas... on le sait avec notamment certains documentaires, comme la révélation des pyramides, je pense que tout le monde l'a vu, que ces pyramides n'ont pas été faites en 20 ans, c'est purement et simplement impossible. Voilà. Alors effectivement, donc, on revient avec justement cette haute technologie, j'ai envie de dire. Donc, en tant que frigoriste, justement, tu as constaté que non seulement il y avait des chambres de condensation, il y a aussi également une chambre d'aspiration. Qu'est-ce que c'est que ça, Jérôme ? En fait, alors après, en continuant, je me suis dit, comme je disais, la grande galerie, pour moi, elle ressemble à une chambre de condensation. D'accord. Donc, qui dit condensation, il fallait évaporer de l'eau. Oui. Donc, pour moi, il y a la chambre médiane sera une chambre d'évaporation. Et il y a des preuves... J'ai trouvé des preuves qui attestent ce que je pense, parce qu'on a retrouvé des traces de sel incrustées sur les murs. Ce que tu détailles d'ailleurs dans le bouquin. Dans mon bouquin. Donc il y aurait cette fameuse grande galerie qui serait une chambre de condensation. Et c'est là où à un moment, j'ai un petit peu bloqué dans mes recherches et je me suis dit, mais comment créer cette évaporation et cette condensation ? Et à un moment, j'ai fait le lien avec mon travail, un système que j'utilise quasiment tous les jours. J'ai dit, moi j'utilise une pompe à vide dans mon métier, ce qui permet de diminuer la pression dans le système étanche pour évaporer l'eau. Et donc, en analysant bien la chambre haute, je me suis dit, alors, très bien cette fonction, en fait, cette chambre haute. C'est pour ça qu'on retrouverait ces fameux conduits qui donnent à l'extérieur. Voilà. Ça permettrait d'aspirer l'air au sein de la pyramide, par ces conduits d'expulser l'air vers l'extérieur. On a une petite chambre d'herse juste avant cette chambre haute, qui se fermerait pour maintenir la basse pression.
toute l'eau s'évaporerait, C'est ça. bouillerait à température ambiante, s'évaporerait, enfin j'explique un petit peu plus ça en détail dans mon livre. Ouais. Et ensuite, il suffirait de réouvrir ces herses, réintroduire de l'air extérieur dans la grande pyramide, et toute cette vapeur d'eau froide viendrait se condenser sur les murs de la grande galerie. Ok. Alors le but de tout ça, Ouais, c'est ça. donc déjà de faire une évaporation, une condensation, on va purifier l'eau. C'est un peu, on va distiller de l'eau en fait. Ok. C'est ce qu'on peut faire maintenant nous avec des distillateurs. On évapore de l'eau à chaud et on vient ensuite recondenser cette vapeur d'eau chaude et on récupère par condensation une eau épurée. Toutes les impuretés, on va les laisser dans le distillateur en fait. On va récupérer de l'eau pure. Et en plus, le fait de faire cette opération au cœur de la grande pyramide, on va la bombarder de l'onde de forme pyramidale et qui est pour moi très bénéfique sur la molécule d'eau. Ouais, parce qu'en plus de ça, la pyramide n'est quand même pas construite que sur des mesures voilà, tout à fait anodines. Hein, Non, il y a en plus ce qu'on appelle toute la géométrie sacrée. Voilà, on retrouve le nombre pi, le nombre phi. Et le fait d'avoir un monument avec toute cette géométrie sacrée, d'avoir ce monument de forme pyramidale qui dégage une onde de forme qui a été scientifiquement prouvée, et on vient travailler avec tout ça sur une molécule d'eau qu'on a purifiée avant avec cette évaporation-condensation. Je pense qu'au final, on devait récupérer une eau extrêmement pure avec des vertus médicinales. D'accord. Et pour moi, ça aurait été le but de cette construction. C'était un centre de guérison en fait. D'accord. Voilà, de fabriquer une eau et qui pouvait servir à tout le peuple. C'était pas que pour le pharaon, je pense, ça pouvait servir à tout le monde. Ça devait être une civilisation généreuse et ils avaient réussi à concevoir un édifice capable de fabriquer une eau qui guérit un peu l'élixir de jouvence. Oui, en plus il y avait donc un système d'évacuation d'eau aussi, Oui, je pense. Hein. oui, à l'extérieur. Ouais. Et alors ça, c'est pareil. J'ai fait quelques petites découvertes intéressantes. C'est parce qu'à un moment, en analysant un petit peu tout le circuit que l'eau pouvait faire, j'étais bloqué et mon eau venait buter sur les bouchons de granit. Ah ouais. Alors, je sais pas si tu Ouais, vois où est-ce ouais. qu'elle se trouve. Je me suis dit, non, je peux pas la ressortir mon eau. Et le seul endroit où elle peut sortir, c'est par la percée d'Al-Mamoun. Ah, la percée d'El Mamoun, ça c'est... Voilà. Est-ce que tu peux peut-être... Alors faire la une percée petite d'Al-Mamoun, parenthèse, voilà, ouais. c'est au 9e siècle. C'était un calife. Oui. Alors ça, c'est la légende, hein, L'histoire qui le dit. l'histoire Ouais, officielle. ouais, bien sûr. Il voulait rentrer coûte que coûte dans la grande pyramide. D'accord. Donc apparemment, il n'avait pas vu l'entrée, qui est étrangement juste au-dessus de cette percée, enfin, légèrement décalée. Il avait soi-disant pas vu cette entrée et il a voulu rentrer coûte que coûte dans la grande pyramide. Et il a pratiqué cette percée. Donc creusé sur plusieurs mètres, ce qui a dû être un travail gigantesque. Ouais. On nous explique Avec qu'il a une utilisé pelle, sans du doute, du vinaigre chaud, etc. Comme c'est du calcaire pour faire enfin réaction chimique avec le calcaire pour l'attendrir, l'exploser, enfin je sais pas comment. Il a été aussi vite que la construction des pyramides. Il a dû prendre un certain temps pour faire cette percée et qui débouche en plus pile poil juste derrière les bouchons de granit. Comme par hasard. Alors qu'il aurait pu la faire à n'importe quelle ouais, hauteur, sur n'importe quelle face, non, il l'a fait pile poil à cet endroit-là. Ouais, il a eu du bol, quoi. Voilà, il y a un gros coup de bol. Bon, ben, sacré calife. Hein. Voilà. Et donc, ce qui arrange bien les égyptologues, parce qu'ils disent, en fait, il a réussi à pénétrer dans la grande pyramide, il a volé la dépouille du pharaon, ou d'autres voleurs de pyramides avant. Enfin bon, c'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé de quoi que ce soit à l'intérieur. Donc ton eau est toujours pas évacuée Alors moi, je me suis dit, c'est bizarre, parce que justement, ça serait par ce petit couloir, enfin ce tunnel qu'il a pratiqué, qu'elle pourrait s'évacuer. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, est-ce que ce calife, il n'aurait pas en fait découvert justement un petit tunnel qui était juste fait à l'origine pour évacuer cette eau, qui avait été dynamisée dans la pyramide, et un tunnel qui était inaccessible à un humain. Et il a dû se dire, ça doit certainement déboucher quelque part ce tunnel. Voilà, soit dans une chambre secrète ou un truc qu'on n'a jamais vu. Et donc il a réquisitionné du monde, il a dit, m'agrandissez ce tunnel, je veux savoir où ça débouche, quoi. Et malheureusement pour lui, ça débouchait derrière les bouchons de granit. Et c'est pour moi à cet endroit que l'eau est évacuée. D'accord. Voilà. Donc vraiment tout un système, finalement, mieux foutu que mon frigo, quoi. C'est très bien foutu. Et en plus, moi, ce qui m'a un peu réconforté, parce que je me suis posé beaucoup de questions après avoir découvert ça, j'étais tout excité comme une puce qui a trouvé un chien, quoi. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé... Eureka. Eureka. Bon, en toute humilité, j'ai dit non. Avant de sauter, youpi, j'ai trouvé ce que les autres n'ont pas trouvé. Je me suis vraiment remis souvent en question. Et il y a des fois, ce qui me réconforte, c'est que moi, j'utilise tous les éléments
présents dans la grande pyramide. Ouais. C'est-à-dire que chaque chose a son utilité. La chambre basse, le puits, la grande galerie, la chambre médiane, même la petite marche, enfin j'explique vraiment en détail dans mon livre. Chaque organe a sa fonction, c'est pas là par hasard. C'est vraiment une machinerie, quoi, quelque part. Voilà, une machinerie. Jusqu'à la percée d'Al-Mamoun, qui était un petit peu illogique selon l'histoire officielle, mais en fait, moi j'en trouve aussi une utilité. En fait, voilà, il a fait qu'agrandir un tunnel existant. D'accord. Alors effectivement, tu es parti aussi sur les travaux de Yannick Van Doorn, entre autres. Oui. Tu as découvert donc cet agriculteur qui soudainement fait des études aussi sur ses plantes et sur sa culture. Et, très intéressant. Voilà, avec l'onde de forme des pyramides. Voilà. Parce qu'il a testé aussi beaucoup de choses pour l'électroculture, ce qu'on appelle. Mais dans toutes ses expériences, il utilise justement l'onde de forme d'une pyramide. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que c'est juste un squelette en fait. On reprend uniquement les arêtes. C'est un squelette fait en cuivre. Elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Okay. C'est vraiment qu'un squelette. Donc cette onde de forme, en fait, elle est présente uniquement par les arêtes et les bases d'une pyramide, d'une forme pyramidale. Calculée, je suppose, sur le nombre d'or aussi. Oui. Ce qui est quand même pas évident. En reprenant toutes les proportions de Khéops. D'accord. De Khéops. Principalement Khéops. Principalement de Khéops. Ouais. Parce que Khéops, elle a une particularité, c'est qu'elle utilise pi. Ok. Ça va être un petit peu, je ne vais pas me lancer dans des maths, mais la hauteur reportée au sol, on trace un cercle. D'accord. La circonférence de ce cercle, si on le ramène sur un carré, ça nous donnera la base de la grande pyramide. Okay. Et le fait de faire d'utiliser un petit peu ce principe, ça fait ressortir aussi phi, 618, le nombre d'or. Voilà. Tout à fait. Alors effectivement, on parle là pour l'instant de la pyramide d'Égypte. Mais tu as aussi constaté que finalement, alors on le sait, des pyramides dans le monde, il y en a plein. En Chine, en France justement, en Bosnie, en Angleterre, notamment avec Silbury Hill, c'est ça. Là tu as constaté aussi quelque chose par rapport à l'eau, il y a quelque chose qui t'a apporté un élément. Oui, parce quand on regarde un petit peu tous les autres sites sur Terre où on retrouve des complexes avec des formes pyramidales, moi, après, justement, j'avais fait cette constatation sur l'Égypte. Je me suis dit, tiens, je vais regarder sur les autres complexes dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette présence d'eau ? Est-ce qu'ils n'utiliseraient pas les autres constructeurs de ces autres civilisations, est-ce qu'ils n'auraient pas aussi repris ce même principe de d'onde de forme pour dynamiser l'eau ou autre chose ? Et très souvent, j'ai retrouvé la présence d'eau sur d'autres sites. Chichen Itza, par exemple. Je l'expliquais à la conférence de Marc. Sous Chichen Itza, on a une énorme cénote remplie d'eau. C'est ça, un réservoir. Un réservoir rempli d'eau. Silbury Hill, t'en parlais, il y a une espèce de grande fosse tout autour de cette pyramide qui est ronde. C'est pas une pyramide à face lisse. Il y a une espèce de grande fosse qui se remplit d'eau lors de grands orages. Voilà. Donc il y a cette présence d'eau. Et donc je me suis dit, voilà, je suis très certainement sur la bonne piste. En toute humilité. Mais je pense que ces civilisations qui ont construit ces monuments, qu'on attribue très souvent à des rituels religieux, des tombeaux, ce qu'on veut bien, en fait non, ces monuments étaient là pour travailler sur la molécule d'eau. D'accord. Pas que, je dis pas que toutes les pyramides. Comme je te disais, elles ont beaucoup de fonctions, mais il y a beaucoup de pyramides où on a cette présence d'eau. Voilà. Donc finalement, on peut dire que la pyramide, non seulement c'est pas un tombeau, ça ne sert pas à protéger une momie d'un roi ou d'une reine. Là, c'est plutôt pour travailler sur le vivant, quoi. C'est ça. Et pas sur le mort, le défunt. C'est là où c'est le contraire. Voilà. C'est là que je vais à l'inverse de la thèse officielle, c'est que on écoute les égyptologues, c'était des tombeaux de pharaons. On écoute les archéologues qui travaillent en Amérique du Sud, ils vont nous dire que c'était des temples où on faisait des sacrifices humains. Silbury Hill, on nous a dit longtemps que ça devait être un tombeau, mais en fait ils ont fait des trous un peu partout, ils n'ont jamais rien trouvé. Pareil en Chine, on n'a jamais retrouvé de dépouilles d'empereurs chinois sous une pyramide. Là aussi l'eau est importante en Chine alors c'est compliqué de travailler sur les pyramides de Chine parce qu'elles sont très protégées et on a très peu d'informations sur ces pyramides. C'est ça, bien sûr. Mais il y a une des plus grandes pyramides, je me suis rendu compte qu'en fait les bâtisseurs ils l'ont fait sur un lit de rivière. Ils ont détourné une rivière
Ils ont fait un espèce de barrage de 3 km de long pour détourner cette rivière. Et ils ont construit cette pyramide sur le lit de la rivière. Alors plus proche de nous, en France, il y avait une grande pyramide, c'est à Nice, hein, je pense. Oui. À côté de Nice. Alors, qui n'existe plus, c'est ça? La pyramide de Saint-André, qui était très grande, qui devait faire, je crois, 60aine de mètres de hauteur. Et non, qui n'existe plus. Voilà, parce que l'État français on n'a rien fait, il ne l'a pas protégée. Donc elle a servi pendant des années de carrière aux maçons du coin pour aller chercher des pierres pour faire les maisons. Et puis un jour, comme il y avait le chantier de l'autoroute, ils l'ont terminé, ils l'ont rasé, et puis maintenant c'est un échangeur autoroutier à la place. Voilà. Donc il n'y a plus aucune trace, quoi. Plus aucune trace. Voilà. Gageons que les maisons qui ont été bâties avec ces pierres, pourquoi pas. Si les habitants ont une meilleure santé, on ne le saura jamais. Il y a aussi une autre petite pyramide, par contre, dans le nord de Nice. Hein. Oui, à Falicon. Alors, c'est ça. Ça, tu as aussi un petit détail, quelque chose à dire là-dessus? Toujours par rapport à ce principe de guérison. Oui. C'est André Douzet, oui. qui passe souvent, qui fait des petites causeries Chez avec Antoine, chez Antoine. Ouais. Et André Douzet, lui, une fois, il expliquait que elle avait été construite sur un Avène, cette petite pyramide. Qui est plus récente, hein, je crois qu'elle était oui. même construite par les nazis, d'après ce qu'on dit. On ne sait pas trop. On sait pas trop non plus. C'est tout le problème, c'est ce qui était évoqué dans le film La Révélation des pyramides. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dater la pierre. Moi, quand j'ai pensé que oui, Carbone 14. Voilà, mais non, le carbone 14 n'est valable que pour les matières organiques. Et donc, on ne peut pas dater une construction. Si elle a 500 ans, 5000 ans... Sauf si on trouve des mousses éventuellement, et encore... Et encore qui nous dit qu'elle n'a pas été réutilisée. Le site n'a pas été réutilisé, ils ont tapé la popote et ils ont enterré leur poterie, puis... Les archéologues vont déterrer la poterie, ils vont faire une analyse, ça date de 2000 ans, mais non, si ça se trouve, elle est là bien avant. C'est tout le problème de la datation de la pierre. Est-ce que tu as pu t'y rendre justement à cette... Non, j'aimerais bien aller voir à Falicon. Et en fait, donc, du coup, André Douzet l'expliquait que de cette Avène ressortaient des petites fumerolles de soufre. Ok. Parce qu'il devait y avoir comment expliquer ça? Une sorte de fuite. Oui, voilà, de fuite émanant du sous-sol. Et on avait des fumerolles de soufre qui remontaient. Et elle avait été posée juste à la sortie de cette Avène. Et lui, je crois qu'il a été la voir, André Douzet, et il expliquait qu'en fait, il y avait... Maintenant, tout est en ruine, mais il y avait certainement un système de fermeture de la porte principale de cette petite pyramide qui ne pouvait être fermée que de l'intérieur. Et donc il disait ça pouvait très bien servir à des gens qui ont des problèmes de peau, par exemple, l'eczéma ou des problèmes qu'on connaît depuis des siècles. Pouvaient très bien aller à l'intérieur de cette pyramide, s'enfermer à l'intérieur, et de par ces fumerolles de soufre qui sont très bons pour la peau, et en plus amplifiés par l'onde de forme de cette petite pyramide, pouvait avoir un effet très bénéfique sur... Donc encore une fois, la guérison. Voilà. Alors justement, parce que c'est vrai qu'on est composé de plus de 80% d'eau, quoi, à peu près. Les travaux de Schauberger, Benveniste, Masaru Emoto ont confirmé que effectivement les molécules d'eau, si elles reçoivent une information positive, sont très bonnes pour la santé. Et toi, justement, tu as travaillé sur cette fameuse onde de forme. Très importante. Alors, tu es frigoriste, d'accord, mais comment est-ce que tu es parti comment est-ce que tu as commencé à calculer parce qu'il faut préciser quand même aussi que Jérôme fait des recherches, elles ne sont pas terminées, tu es en constant travail. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, il n'y a rien de fini pour l'instant. Et on va en reparler un petit peu à la fin de cette vidéo. Et donc tu fais des tests entre guillemets chez des personnes et qui veulent bien, qui sont volontaires. Pour être commun. Voilà. Et donc voilà, donc tu es parti du principe que si une pyramide aussi grande qu'elle soit en Égypte, en Bosnie ou ailleurs, peut éventuellement avoir des propriétés de guérison, pourquoi pas en avoir une à la maison. Alors, naturellement. En format réduit, naturellement. Alors ça doit être quand même assez compliqué à concevoir ce genre de... En fait, vu qu'on travaille sur une onde de forme, moi après, c'est la forme qui est la plus importante. Donc la matière que l'on va utiliser,
je dirais ça n'a pas trop d'importance qu'on prenne du carton, ou du verre ou du bois. Bon, moi, pour ma part, pour des raisons de facilité et puis esthétique, j'ai fabriqué des petites pyramides en plexiglas. D'accord. Et justement, j'ai fait ces petites pyramides pour dire, tiens, je vais essayer de dynamiser de l'eau sous cette pyramide. Poser un petit verre d'eau sous une pyramide, en l'orientant correctement avec une boussole, et puis en laissant agir 24 heures. Alors, moi, c'est pour ça que je cherche des bénévoles, des volontaires, parce que moi, j'ai pas forcément de problème de santé. Donc, bon, j'ai un bien-être, j'ai quasiment pas été malade depuis que je fais ça. Un petit rhume, mais pas méchant. Mais j'ai fait le test avec des personnes qui avaient des problèmes, des pathologies chroniques, des problèmes. Alors ça peut être articulaire, ça peut être. Alors j'ai surtout eu des super résultats, c'est pour des personnes qui avaient des problèmes de l'ordre gastrique. D'accord. Voilà. Okay. Une personne qui avait eu l'œsophage brûlé à la suite d'un traitement par rayon, et qui avait énormément de mal à avaler, qui supportait peu d'aliments. Et depuis qu'elle boit cette eau, ça a résolu tous ses problèmes. Une autre personne qui avait eu des soucis, je dirais, intestinaux, et aussi lorsqu'elle mangeait, elle avait souvent des vomissements fréquents, ça a résolu tous ses problèmes. Une autre personne, constipation, ça a résolu aussi. Donc voilà, j'ai vraiment eu des super résultats par rapport à mes volontaires. Alors en plus, il y a quelque chose, il y a une caractéristique avec cette eau, c'est qu'au bout de 24 heures, comme tu le dis, donc l'eau a changé un peu de propriété, quelque part. Oui. Alors, ce qu'on constate, déjà visuellement, ça arrive qu'il y ait des petites bulles qui se forment à l'intérieur du verre. Okay. Alors là, comme tu dis, je suis au début de mes... Je suis pas au début, je suis en cours de mes recherches, donc j'essaie de comprendre pourquoi. Peut-être c'est un phénomène lié à la Lune, enfin c'est ce que je me suis dit, bon, là, on va aller plus loin, mais il y a des petites bulles qui peuvent se former dans ce verre. Une chose qui est flagrante, c'est le goût. D'accord. Les personnes qui ont fait les tests, je leur ai dit de prendre l'eau qu'elles consomment tous les jours, la même eau. Et tous m'ont dit, en effet, au bout de 24 heures, on ressent un goût complètement différent de l'eau. Souvent, il y a un goût de fer qui ressort plus. Okay. Voilà, un goût plus... Un petit peu comme après un orage, éventuellement, où tu as cette Alors, j'ai jamais bu de l'eau... Non, moi non plus, mais quand tu sens l'eau qui est tombée fraîchement sur le bitume, tu vois, il y a une odeur un peu métallique, comme ça, un peu... Voilà. Voilà. C'est comme dirait Bourvil, c'est ça. Et donc déjà, ce qui est flagrant, c'est le goût. Voilà. Il y a incontestablement un changement de goût de cette eau. Ouais. Et d'autres personnes ont constaté aussi qu'elle avait l'air plus... C'est un peu difficile à définir, plus épaisse, plus... Okay. Elle était moins liquide. On va pas dire que c'est de l'ordre de l'huile, mais enfin c'est... Voilà, elle avait une constante plus épaisse. Okay. Voilà. Et même lorsqu'elle boive cette eau, elle sent bien au niveau du goût, la façon dont l'eau descend. Une certaine douceur quelque part, on peut dire. Oui. Alors il y a d'autres personnes aussi ça, voilà, je suis en train de faire tous ces tests. D'autres personnes qui ont constaté, par exemple, s'ils prennent de cette eau, qu'ils la mettent sur leurs bras, et ils prennent de l'eau du robinet sur le bras, ils vont constater qu'ils ont une sensation de froid qui dure assez longtemps sur le bras où ils ont mis cette eau. Vous voyez, plein de petits détails qui font que, oui, il y a eu incontestablement un changement au niveau de la molécule d'eau. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu fais ça avec des personnes, on dit bien volontaires, et de façon bénévole, et qui ne se connaissent pas. Donc quelque part, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on va pas dire que c'est une expérience à l'aveugle, mais enfin ça permet quand même toi de constater que, puisque en science, c'est ce que tu disais dans la conférence, dans la science en tout cas dite conventionnelle, que ça soit reproductible. Exactement. Donc le fait de prendre des gens qui ne se connaissent pas, qui ne vont pas se dire s'influencer, parce qu'après il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est l'effet placebo, petit jeu de mots. Okay. Justement, voilà, pour pas dire tiens bois cette eau, ça va tout de suite te soulager. Non, les gens ne se connaissent pas et bon, je leur donne pas ma pyramide à l'aveugle non plus, leur dire. Je leur explique que ça peut soulager leurs problèmes et voilà. Et en effet, sur tout un échantillon de quelques personnes que j'ai actuellement, et des super résultats.
Alors dans le 58e dîner OVNI de Margré, auquel donc tu as donné cette conférence sur cette fameuse pyramide et onde de forme et ce fameux élément ô combien important, voilà, sans jeu de mots, il y a donc quelqu'un dans le public qui a posé une question super intéressante qui demandait quel était ton avis sur justement la structure finalement que l'on retrouve autour des châteaux, hein, puisque on le sait, autour des châteaux il y a de l'eau. Alors c'est vrai que dans un premier temps c'est pour protéger pour protéger des intrusions, des invasions. Et ouais, c'est vrai, et j'ai trouvé sa question intéressante parce que moi je me suis posé la même question à un moment donné. Ouais, c'est ça. Parce que après j'ai un petit peu extrapolé mes recherches et puis j'ai essayé de regarder sur d'autres sites aussi. On parlait de Silbury Hill, Stonehenge, où on retrouve cette fosse qui à l'origine devait être remplie d'eau. Avebury Hill, la même chose. Après, les cathédrales. Oui. Parce qu'il faut savoir que la plupart de nos cathédrales ont été bâties sur d'anciens temples païens. Oui. Et par exemple, sous la cathédrale de Chartres, on retrouve encore les vestiges de cet ancien temple, où on a des mégalithes et un puits avec de l'eau. Et lorsqu'on fait des recherches, on se rend compte que c'est un lieu de pèlerinage où des personnes venaient de très loin parfois, dans un but de guérison, parce que cette eau avait des pouvoirs. Donc ce temple aurait été construit à un lieu tellurique, ce qu'on appelle les emplacements telluriques, et donc avec toutes les vertus bénéfiques que pouvait avoir cette eau. Donc après je me dis, mais en fait dans l'histoire on nous a menti de A à Z, les pyramides sont pas des tombeaux, les cathédrales seraient des lieux de guérison en fait à l'origine. Après les châteaux, comme la personne disait, oui, c'est bizarre parce que les châteaux sont entourés d'eau. Et alors j'ai pas creusé encore trop de ce côté-là, mais par exemple, il faut savoir le château de Chambord. Oui. Et il est assez énigmatique ce château parce qu'en fait, érigé sous François Ier, et on se rend compte qu'en fait il a été fabriqué sur un marécage. Je ne sais pas si tu vois un peu ce château qui est magnifique. Pourquoi autant, en étant poli, pris la tête à construire sur un marécage alors qu'ils auraient pu faire 1 ou 2 kilomètres plus loin et tomber sur un beau plateau hors d'eau, non là, toutes les difficultés que cela rencontre et puis toutes les remontées par capillarité dans les sous-bassements de ce château. Enfin voilà, tous les châteaux de la Loire qui sont magnifiques mais qui sont sur le bord de la Loire. On pourrait penser à un côté pratique, transport fluvial, etc. Mais bon, qui n'avait pas encore trop d'essor de ce côté-là à cette époque. Donc ouais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté justement de travailler avec l'eau autour de ces châteaux qui ont été faits à des emplacements assez précis? C'est intéressant, on va demander à Didier Coillac qu'on a reçu sur la chaîne qui s'intéresse énormément d'ailleurs au château de Chambord. C'est ça, voilà. J'ai vu un peu ses recherches, je trouve ça super intéressant, très intéressant. Et il y a ce petit lien parce que lui, ça nous repousse dans des secrets d'un temps ancien, de l'Atlantide, etc. Et pour moi, les pyramides ont été bâties par une civilisation ancienne hautement évoluée. Donc on rejoint un peu ce mythe de l'Atlantide. Voilà. Tout est lié. Tout à fait. Tout est lié. Un grand puzzle. Ouais, c'est ça, un grand puzzle. Et oui, et puis en plus, si les auditeurs ont vu les documentaires, si toi tu as vu les documentaires de Georges Combes avec le fameux voyage alchimique en 7 étapes avec Patrick Burenstenas, on voit d'ailleurs notamment le Mont Saint-Michel d'une autre manière grâce à ce documentaire, où il y a aussi un puits également. Voilà. Dans les fondations du Mont Saint-Michel, on retrouve aussi des mégalithes avec un puits. Et bon, il a été surnommé la pyramide de France, le Mont Saint-Michel, pendant un moment. Parce qu'il a une forme pyramidale, vu de loin. Si on ne tient pas compte de sa forme circulaire, on pourrait penser, vu de loin, que c'est une pyramide entourée d'eau. Il a été fait dans cette baie, et voilà. Oui, absolument. Et toujours sur un site, un ancien site mégalithique païen. Et qui avait une importance, je pense. Parce que, à un moment, on fait le lien, pareil, avec les menhirs et les dolmens qu'on retrouve en France. On s'est toujours posé la question pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont recherché dans ce sens et qui disent en fait, par exemple, les dolmens étaient des lieux de guérison. C'est ça, voilà. Parce que la vibration de la pierre apportait un bien-être à la personne qui se trouvait soit sous le dolmen ou soit sur son dessus, en fonction de ce qu'elle recherchait.
Et voilà, on retrouve toujours ce principe lié à la guérison de l'homme, du vivant et l'eau. Voilà, et on a combien de sources en France, soi-disant miraculeuses. Oui, tout à fait. Le chemin de Compostelle, qui est truffé de sources, où les pèlerins venaient s'abreuver, mais on savait que ces sources étaient miraculeuses. Et dont la route a été d'ailleurs déviée maintes fois. On se demande si c'est encore le chemin de Compostelle d'origine, mais ça je ne crois pas, mais enfin voilà. Alors c'est vrai que pour la petite histoire, d'ailleurs, Bruxelles, pour ceux qui ne savent pas, est aussi bâtie sur des marécages. Mais ça par contre, ça ne nous apporte pas grand-chose de positif, sinon humidité en été et en hiver. C'est vraiment... ouais, c'est pas terrible, on le ressent, on a chaud ici en été. Voilà, mais en tout cas ça se saurait, si Bruxelles était un lieu de guérison ou pas. C'est dans le fond, je crois qu'on n'a pas spécialement envie de nous faire connaître justement des lieux de guérison. Ça n'aiderait pas. Je me suis beaucoup intéressé. Non, c'est vrai. Certains lobbies, on va dire. Voilà, c'est ce que j'en parlais à mon frère sur la route tout à l'heure. C'est un peu tout le paradoxe de la France. C'est qu'on se retrouve avec des cathédrales, des dolmens, qui étaient des anciens lieux de guérison. Et on a oublié tout ça. Pourtant, ça devait être super efficace parce que quand il faut voir les efforts que ça a dû demander pour fabriquer tous ces emplacements, toutes ces choses. Et on a oublié tout ça, et maintenant on est le pays qui consomme le plus de médicaments, d'antidépresseurs. Bon, je te rassure, en Belgique, c'est pas triste non plus. Ouais, et ce qui est dommage, parce que pourquoi pas utiliser des moyens simples, l'énergie de la terre, l'énergie des lieux telluriques, l'énergie de l'eau, la dynamisation de l'eau, pour la guérison, plutôt que de ce qu'il y avait de produits chimiques, pharmaceutiques. Mais je crois qu'à un moment donné, en fait, tout ce qui a été caché doit ressortir. Ça, de toute façon, on est en train de le vivre. Je crois que c'est, d'après certains, l'ère du Verseau, justement, qui fait que toutes les choses ressortent. La terre n'en peut plus, elle rejette. Alors pas que ce qui est enterré, mais ce qui est enterré au plus profond de nous. Voilà, je crois qu'il y a des choses qui émergent, et je pense que c'est ça qu'on vit finalement, comme dit Marguerite justement souvent, pour le citer, un changement de paradigme clair et net, quoi. La fin des temps, ce qu'on appelle l'apocalypse. Ouais. L'apocalypse, ça veut dire en latin la révélation. Tout à fait. Parce que c'est pas un moment, justement, on va pas arriver à un moment de notre époque où beaucoup de révélations vont être faites sur notre passé, qui en fait est complètement, à mon avis, différent de ce qu'on nous apprend à l'école, quoi. Tout à fait. Moi, il y a 5 ans de ça, j'étais encore comme Monsieur Tout-le-Monde, où j'étais persuadé que les pyramides étaient des tombeaux, les cathédrales étaient des lieux de prière, et point final. Et voilà, dans toutes mes recherches, je me suis rendu compte que en fait, tout ça, c'est faux. Tout est faux. Juste une aparté, ça c'est plus personnel, t'es pas obligé d'y répondre, mais comment est-ce que tu as vécu ce changement, finalement, de cette espèce d'éveil, on va dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous regardent, et puis qui ne sont pas... voilà, chacun, disons, évolue à sa manière, et puis c'est ce que je dis, à la vitesse qu'on veut, à la vitesse qu'on peut aussi. Voilà, je pense qu'on n'est pas tous prêts à supporter certaines vérités, et je pense qu'il faut y aller, comme on dit en italien, mollo, en anglais, step by step. Voilà, step by step, étape par étape. Et toi, comment t'as vécu, disons, cette espèce d'éveil Cet éveil bien, de façon perturbée? Bien. Oui, non, pas perturbé du tout, au contraire. Ça te confortait finalement? Quelque chose que tu savais déjà peut-être auparavant en toi? Pour moi, il y avait des choses qui clochaient. D'accord. Au fond de moi, il y avait des bugs. Des bugs, comme on dit, des petites choses qui clochaient. Et non, ça m'a conforté. Voilà. Et je sais que les gens, parfois, ont peur. Tout à fait. Moi, ça m'arrive. J'ai essayé d'avoir des conversations avec des amis, de la famille. Je sais que parfois, ils ont l'honnêteté au moins de me dire on sent qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis, mais limite, je veux pas le savoir. J'ai pas envie de m'aventurer sur ce terrain-là. Je préfère rester dans mon petit confort, dans notre petite société actuelle, et pas... Voilà, pour être confronté à toutes ces vérités, parfois, qui peuvent déranger. Moi, je le conçois. Après, je dis pas que j'ai la vérité. Non, je reste humble. Voilà. Mais le tout, c'est pas d'obliger à faire croire aux gens ce qu'on veut. Pas de prosélytisme. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, d'humble. Peut-être que je me suis trompé sur la Grande Pyramide. C'est peut-être pas ça. Je reste encore. Moi, quand je
je prends un peu de recul, je me dis, voilà, j'étais face à un puzzle, D'accord, ouais. plein de choses éparses, et j'ai réussi à reconstituer un puzzle où pour moi toutes les pièces s'emboîtent correctement. Ouais. C'est-à-dire que je force pas. C'est pas comme un moment tu veux faire rentrer le carré dans le rond et tu vas au maillet. Moi, il y a des fois ça s'emboîte parfaitement. Je me dis bah voilà, et ça me permet de faire des liens avec d'autres sites, et voilà, c'est Pour ça, on vit une époque formidable. Hein. C'est vrai qu'on a l'occasion, le loisir de pouvoir étudier tous ces sujets. C'est ça, Internet aussi. Via les vidéos, via les le- conférences de Marc, entre autres. le travail que tu fais, que Antoine, que d'autres personnes font, que Marc voilà, fait, justement, que d'autres oui. font. Parce que, Voilà. Et ça, voilà, on a un super outil, c'est Internet. Tout à fait. Donc entre les gens comme toi qui vont diffuser sur Internet des interviews comme on est en train de faire, Ouais. qui permettent d'apporter une petite connaissance en plus aux auditeurs. Et puis toujours par cet outil, l'auditeur peut aller vérifier par lui-même. Moi, tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Il faut jamais voilà. le croire. Non, mais les gens peuvent aller vérifier par eux-mêmes et se faire leur propre opinion aussi. Absolument. Et C'est le but. c'est le but, chacun a sa vérité, but, ouais. chacun son chemin. Tout à fait. Voilà. Chacun a sa route, comme dirait l'autre. Alors, donc, toi, tu vas maintenant nous présenter, finalement, on va dire le fruit de ton travail, en tout cas de ton travail, disons, finalement, Qui est en cours. qui est de tous les jours. Voilà. Hein, parce que je suppose que de temps en temps, tu dois prendre du recul aussi par rapport à ça, comme tu le dis. Je suppose que quand on se lance dans ce genre de recherche, ça doit mouliner sec toute la nuit. Tu te dis, mais tiens, est-ce que je ferais pas autrement? Enfin bon, tu vas nous en parler, donc tu vas nous présenter donc tes pyramides à modèle réduit, on va dire, mais toujours avec le respect du nombre d'or et entre autres. Hein, donc, voilà. Alors, j'ai jamais fait de test avec d'autres formes. Enfin, si, il y a pas longtemps, j'ai eu une idée. Alors voilà, je suis au balbutiement de mes essais, mais j'ai voulu faire une pyramide à 6 faces. Ah. Et à base hexagonale. Ok. Parce que je me suis un soir comme ça, comme tu dis, il y a des fois ça mouline, et je reprenais les travaux de Masaru Emoto, et on se rend compte que les cristaux formés par la congélation dans ces travaux, ils ont une forme parfaitement hexagonale. C'est ça, c'est juste. Et moi, pour ma part, j'habite en France, l'Hexagone, le pays qui a une forme hexagonale, où il y a un fort rapport avec l'eau, parce que la moitié du territoire français est limitrophe avec de l'eau, la mer Blanche, l'Atlantique, la Méditerranée, et l'autre moitié par la terre. Enfin, je me suis dit, je sais pas pourquoi, tiens, peut-être personne a essayé de faire une pyramide avec... alors en essayant pareil de reprendre ce principe hauteur égale circonférence. Voilà. Et là, je fais des essais avec cette pyramide. D'accord. Voilà, c'est plus dur à l'orienter parce que si tu orientes des faces nord-sud, tu vas avoir des pointes est-ouest. Enfin, tu vois. Donc je fais plusieurs tests. Voilà, toi, comme tu dis, je suis encore dans mes recherches. D'accord. Mais j'ai des résultats très concluants avec mes petites pyramides. Alors, on va les présenter, hein. Voilà. Ça va? Ça marche. Alors Jérôme, nous voici devant donc le fruit de ton travail. Une petite réalisation. Voilà, petite réalisation. Alors on va l'expliquer. Donc ça c'est ton premier modèle, c'est ça? Oui, c'est un premier modèle que j'ai fabriqué. Donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'utilise du plexiglas, donc, qui est un peu plus facile à travailler. J'ai mis des petites arêtes. D'accord. Il y a un petit côté esthétique. Et puis aussi, parce que comme je colle mon plexiglas avec une colle spéciale, pour éviter en plus que l'ensemble bouge, pour rigidifier la pyramide, voilà, j'ai mis ces petites cornières qui en plus apportent ce petit côté esthétique sympa. Voilà. Alors en plus de ça, on le voit ici, donc il y a un verre d'eau, pour l'instant en tout cas. C'est d'ailleurs le but, c'est de le faire avec de l'eau et pas avec de la bière. Quoique ça pourrait, on est en Belgique, alors on peut rigoler un coup. Non, je rigole, mais j'ai essayé de dynamiser une bouteille de vin une fois. D'accord, voilà. Pourquoi pas. Et comme j'avais un vin, j'avais plusieurs bouteilles du même vin, et c'est vrai que pour le bonifier, voilà, vrai je l'ai laissé une petite semaine sous une pyramide. Bien. Et j'ai constaté un effet plus doux du vin, un peu plus fruité, je dirais. Ça avait ressorti des saveurs du vin. Donc on revient toujours, d'ailleurs, même avec le vin, visiblement, à cette douceur, quoi. Voilà. Ok. Donc ici, donc tu as mis ce verre d'eau, c'est bien pour me montrer que voilà, cette pyramide est plutôt
faite pour un verre. Alors c'est vrai Voilà. que après on expliquera que tu as d'autres formats hein, Mhm. pour disons mettre une carafe notamment. Bah, Et disons que là, c'est plus fait voilà. pour une personne. Enfin, je dirais. Tout à fait. Voilà. Voilà. Une personne qui veut dynamiser un verre d'eau, Voilà. on la laisse 24 heures dessous, elle boit ce verre, elle remet de l'eau, elle relaisse dynamiser D'accord. tous les matins ou tous les soirs, où tu bois ton petit verre d'eau dynamisé. Alors, est-ce qu'il y a une importance dans le placement du verre? Est-ce qu'il faut que ce soit au centre? Alors oui, moi, quand on étudie un peu l'onde de forme d'une pyramide, Oui. on se rend compte que comment, je me permets, je la prends, hein, Oui, tout à fait. que l'onde de forme est à son maximum au centre même de la pyramide. C'est pour ça que dans la pyramide de Khéops, là où moi je vois une chambre d'évaporation, c'est-à-dire la chambre médiane, elle est parfaitement centrée dans l'édifice. Je te propose de la remettre sur la table, Voilà. comme ça on la voit bien. Elle est parfaitement centrée dans l'édifice. Donc moi je place mon verre au centre. Ok. Donc moi j'ai commencé par faire ces petites pyramides. Et alors il faut que les personnes aient une boussole. Donc pour justement orienter les quatre faces par rapport aux 4 points cardinaux. Et non les arêtes. Alors ce qui est comique, c'est que, on en a parlé tout à l'heure ensemble, j'ai des personnes moi, qui s'étaient trompées dans l'orientation. Et ça marchait super bien. Ah. Et lorsque on a revu ensemble, j'ai dit non, c'est pas cette orientation, c'est les 4 faces, alors remets-la comme je... Et il n'y avait plus cette onde. Ça marchait plus. D'accord, donc c'est quand même Alors précis. c'est pour ça je suis encore en train de faire des recherches, parce que je me rends compte qu'il y a certains endroits, il faut décaler un petit peu la pyramide. D'accord, donc tu veux dire qu'il Ne pas respecter cette orientation nord-est-sud-ouest. Ok. Voilà. Alors est-ce que c'est par rapport au lieu? Ah. Parce qu'il y a certaines personnes, ça marche super bien lorsqu'elle est décalée nord-ouest. D'autres personnes qui sont dans d'autres lieux géographiques, ça marche mieux quand c'est décalé nord-est. Voilà, donc il y a... Moi, c'est pour ça que je conseille aux gens à qui je vends ces petites pyramides de faire plusieurs tests d'orientation. D'accord. De partir sur ce principe de base avec les 4 faces orientées nord-est-sud-ouest. Mais si elle constate qu'il n'y a pas ce changement de goût et toutes les particularités que j'ai constatées dans cette eau dynamisée, de justement ne pas hésiter à décaler légèrement la pyramide, de refaire un test sur 24 heures et de continuer jusqu'à obtenir vraiment cette transformation du goût, de la texture de l'eau. Et là, on sait qu'elle est bien orientée. Donc quitte à mettre éventuellement des marques, Des marques, voilà. Des points de repère. Alors si possible, eh bien, pourquoi pas trouver un endroit dans l'appartement ou dans la maison où on ne bougerait effectivement plus Voilà, la bougie, ou la pyramide. poser la pyramide sur une feuille de papier par exemple, et puis de tracer les 4 angles pour justement dire, bon ben voilà, je la positionne de cette manière, je trace mes petits angles, je laisse agir, il n'y a pas de différence de goût, je la redécale différemment, je retrace, etc. jusqu'à vraiment trouver la bonne orientation. Alors Jérôme, est-ce qu'on peut imaginer utiliser un verre témoin, donc une eau qui est non dynamisée en fin de compte, parce que voilà, c'est effectivement pour savoir si l'orientation est bonne, si l'eau a, disons, changé de propriété. Voilà. Il faut pouvoir avoir quand même un verre témoin pour goûter la différence. Voilà. Oui, c'est ce que je conseille, moi, pour justement voir cette différence de goût, parce que parfois ça peut être un peu subjectif. Au moins en utilisant un verre témoin qu'on posera à 1 mètre de la pyramide, et on laisse dynamiser 24 heures, et ensuite on fait le test, on goûte donc le verre témoin et l'eau dynamisée, et c'est là qu'on peut voir s'il y a vraiment une différence de goût. Alors pourquoi 1 mètre de distance, le verre, le témoin? Parce que l'onde de forme est particulièrement concentrée au centre de la pyramide, mais agit aussi autour de la pyramide. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc si on laisse le verre juste à côté, l'onde de forme peut avoir une influence sur le verre d'eau témoin. D'accord. Donc c'est pour ça que moi je préconise de le laisser assez loin. Comme ça, voilà, on a vraiment le verre test et le verre témoin. Alors une question qui me taraude, c'est justement, est-ce que cette onde de forme, finalement, n'est pas sujette à caution dans un appartement, une maison Oui, parce que moi je me suis rendu compte que l'orientation n'était pas la même en fonction des lieux. C'est ce que j'expliquais, il va falloir peut-être faire plusieurs tests d'orientation. D'accord. Parce que chez certaines personnes, moi je leur conseillais les 4 faces nord et sud-ouest, et on s'est rendu compte qu'avec un léger décalage, l'onde de forme était beaucoup plus puissante. Et parfois c'est nord-ouest, parfois c'est nord-est. Donc ça, je pense que l'onde de forme, enfin le placement de la pyramide a une importance en fonction du lieu.
D'accord, oui, ok. Et, Il peut y avoir des influences. Bah aussi dans une maison, en plus avec maintenant le Wi-Fi, l'électromagnétisme, le réseau électrique de la maison, ça peut aussi avoir une influence sur l'onde de forme. Parfois ça peut l'effacer aussi. Donc peut-être aussi faire des tests à différents endroits de la maison. Tout à fait. Si on voit qu'il y a un endroit où on a commencé nos tests, malgré l'orientation ça marche pas se désespérer, c'est peut-être l'endroit. Voilà, de toute façon, on peut le voir quand on se promène avec une boussole chez soi. On peut se rendre compte parfois que d'un endroit à un autre, l'orientation n'est plus la même. D'accord. Et ça, c'est dû à des phénomènes électromagnétiques qui sont présents dans la maison, peut-être même du sous-sol, géobiologique, s'il y a une faille ou un cours d'eau qui passe sous la maison. Si on se situe juste au-dessus de ce cours d'eau, ça peut avoir une incidence sur le magnétisme, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça que je préconise de faire des tests et d'orientation et d'endroit dans la maison. D'accord, important. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut notamment placer le verre précisément au milieu Au centre, voilà. Au centre, Voilà. plutôt, ouais. Parce que, comme je le disais, c'est là où l'onde de forme est la plus puissante dans une pyramide. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que la chambre médiane, dans la grande pyramide, elle est en plein centre. Ok. Parce que pour moi, c'est l'endroit où l'eau s'évaporait. Et c'est là où elle commence sa transformation, et c'est là où on l'a bombardée un maximum avec cette onde de forme. Voilà. Alors c'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis passé sur une version, on va dire 2.0 de ma pyramide, parce que je me rendais compte que les gens n'avaient pas forcément de boussole. Okay. Donc, parfois ils étaient un peu embêtés pour l'orientation, et puis c'est un peu laborieux à chaque fois de retrouver le centre, à moins de faire des traits. Bon alors si on utilise cette petite pyramide, moi ce que je conseille, c'est de l'installer sur par exemple une grande feuille de papier. D'accord. Et pour faire les tests d'orientation, c'est à chaque fois de tracer les 4 angles. Comme ça, on teste avec cet emplacement. Si ça marche pas, on décale, on retrace les 4 angles jusqu'à trouver la bonne orientation. Qui nous convient. Voilà. Okay. Mais donc, j'ai fait un modèle un peu plus sophistiqué entre. Alors tu vas nous montrer ce modèle. guillemets. Attends, je te débarrasse du premier modèle. Youp. Donc voilà. Justement, j'ai essayé de trouver une solution pour les personnes qui n'avaient pas de boussole et pour faciliter cette recherche d'orientation. A noter que Jérôme ne fournit pas le verre avec de l'eau. Non, alors sur ma version 2.0, alors la première version, donc c'est une pyramide toute seule. Les personnes mettront leur verre d'eau. Comme on l'a vu ensemble tout à l'heure, on peut même, pourquoi pas, mettre une image de la flore de vie, par exemple. Voilà, parce que la molécule d'eau peut se charger d'une image, d'un mot, d'une émotion, donc ça peut que être bénéfique. Mais non, je ne fournis pas l'eau. Mais pour ce modèle-là, je fournis quand même le verre. Voilà, donc c'est sur un plateau. Donc j'ai fixé ma pyramide sur des petites charnières. Voilà, donc j'ai tracé le centre de ma pyramide, ce qui permet un replacement correct à chaque fois. Et en plus, sur ce petit plateau, il y a une petite boussole avec les 4 traits, justement. Et en fonction de la position de l'aiguille, ça permet de faire des tests d'orientation plus facilement. Voilà. Très bien. Alors tu as aussi... Ah oui, alors la question que je voulais absolument poser, mon Dieu. Alors c'est vrai que les auditeurs le savent, je suis un peu quand même touché par la cause animale, je vais dire. Alors c'est vrai que tu as fait des tests avec des bénévoles humains. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont éventuellement rapporté des tests faits sur des animaux J'ai pas encore fait de test. Alors je cherche, comme je disais tout à l'heure, des cobayes. Si des personnes sont intéressées pour donner de l'eau à votre chat, votre chien, votre cochon d'Inde, on peut faire le test. Ça reste que de l'eau de toute façon. Il n'y a aucun danger. Ça peut être que bénéfique. Voilà. Et puis ce qui est important de dire, c'est que... Après, un animal ne va pas vous dire je vais mieux, j'ai moins mal là. Voilà. Il y aura peut-être des signes, pourquoi pas, coureur. En tout cas, c'est vrai que de toute façon, le vivant, ma foi, ça s'étend, c'est très large. Je veux dire, les plantes voilà, le monde végétal, le monde animal, le monde humain. Voilà. Toi, tu as un exemple, je pense, avec quelqu'un qui a fait un test sur une plante. Sur une plante, oui. Elle avait une orchidée qui n'était pas en bonne santé. Elle avait vraiment du mal à la faire repartir. Et puis elle s'est dit, tiens, je vais lui donner de l'eau dynamisée de pyramide. Et en quelques jours, la plante s'est mise à refaire une belle feuille verte, et puis voilà, elle est repartie. Parce que les orchidées, c'est quand même pas toujours évident. Ouais, c'est fragile, c'est pas évident. Voilà. C'est capricieux. Voilà. Bon, est-ce que c'est le hasard? Mais non, je pense que ma petite eau dynamisée lui a fait du bien à cette orchidée. Seul le temps nous le dira. Voilà. C'est vrai que ça fait combien de temps exactement encore pour le rappeler que tu fais ces tests Moi, ça fait depuis fin d'année dernière. Donc c'est vrai que là, ça fait 2016, à peine 6 mois que je fais ces tests. Donc c'est tout récent. Donc j'essaye de... Bon, je commence à vendre de plus en plus de pyramides, donc j'ai de plus en plus de retours.
Et puis à chaque fois, moi, les gens qui m'en achètent une, je leur donne parce qu'ils ont mon adresse mail, hein, on pourra la donner aussi, pour qu'ils me contactent. Et puis je leur demande de me faire un petit rapport, un petit témoignage des bienfaits qu'ils ressentent. Voilà. D'accord. Comme Ok. ça me permet d'avoir au moins les témoignages, de les garder et puis de... Et avec pourquoi pas, on pourrait imaginer, si le cœur en dit aux bénévoles, disons testeurs, on va dire, de noter, pourquoi pas, l'orientation. Oui, aussi. Oui, voilà, Pourquoi ça pour ça, c'est ce que j'ai Pour donner constaté une idée, il voilà. n'y a pas très longtemps. Donc voilà, au moins me dire, moi, pour moi, chez moi, je l'ai orienté de cette manière-là et ça fonctionne. D'accord. Et pas comme je l'avais préconisé au départ. Donc ça permettra d'élargir mes recherches. Très bien, Jérôme. Écoute, il y a aussi... Alors, à l'issue de la vidéo, on va quand même présenter ton bouquin, L'eau de la Grande Pyramide, aux éditions Saint-Honoré, un bouquin que tu as donc écrit ici, et donc qui indique effectivement plus en détail, disons, tes recherches. Sur la Grande Pyramide. Voilà. Ouais. Sur la Grande Pyramide, Voilà, principalement. Voilà, principalement. Alors pourquoi principalement la Grande Pyramide? Parce que c'est la plus célèbre, c'est la plus connue, et puis... La plus intéressante au la niveau... plus intéressante, ouais, et puis pour moi, celle-là, elle avait vraiment une fonction liée à l'eau. D'accord. Après, quand on creuse un peu sur d'autres sites, sur d'autres pyramides, on se rend compte qu'il y a il n'y a pas toujours ce rapport avec l'eau. Non. C'est ce que je te disais, hein, les pyramides peuvent avoir beaucoup de fonctions. Mais pour moi, la Grande Pyramide, c'était la pyramide la plus importante, celle du vivant, et qui travaillait avec cette eau. Voilà. Alors justement, je me posais la question, tiens, mais dans le fond, pourquoi attendre 24 heures avec un verre d'eau? Si on pouvait justement habiter en dessous d'une pyramide, ce serait peut-être plus rapide. Puis ça peut travailler sur le vivant, mais il y a une anecdote par rapport à ça. Oui, bon, déjà, il y a l'histoire du morceau de viande d'André Bovis, hein, qui finit momifié. Donc, c'est vrai que c'est pour se réveiller le matin tout sec, c'est pas bon. Et puis, c'est un Américain, Jim Onan, qui construisait des maisons. Il était constructeur aux États-Unis. Ouais. Et puis, il avait constaté justement les bienfaits de l'onde de forme pyramidale sur les végétaux. Et il a voulu se faire construire sa maison en forme de pyramide, en respectant les proportions de Khéops. Je crois qu'elle était à 1/9, hein, donc c'était déjà une belle maison. D'ailleurs, elle est connue maintenant aux États-Unis. Les Américains viennent la visiter. D'accord. Et lui, il a eu une grosse surprise, c'est qu'à la fin des fondations, une fois qu'ils avaient fini d'ériger vraiment le squelette de la maison, il y a eu pyramidion, on va dire. Voilà, ils avaient posé le pyramidion. Voilà. Il y a eu un phénomène, en fait, il y a de l'eau qui s'est infiltrée par les fondations et qui a inondé toutes les fondations de la maison. Apparemment, il devait y avoir une source ou une nappe phréatique sous cette maison, et le fait d'avoir mis une pyramide à cet emplacement, parce qu'en plus, lui, il a bien respecté l'orientation nord-est sud-ouest. Voilà. Et il y a eu un phénomène d'aspiration, et de l'eau s'est engouffrée dans les sous-sols de sa maison. Donc il a évacué tout ça à l'extérieur. Maintenant c'est un lac, il a rempli tout un lac autour de sa maison. Et voilà, il y a toujours ce rapport avec l'eau. Voilà. Donc comme quoi, avant de faire construire votre maison en forme de pyramide... Assurez-vous qu'il n'y ait pas une nappe phréatique dessous, à moins de vouloir faire une piscine. Ouais, pourquoi pas, ouais. Forme de pyramide. Alors c'est ce qu'on disait effectivement au niveau humanitaire, ce serait magnifique de pouvoir, pourquoi pas peut-être faire construire limite, une technologie autre que d'aller creuser là avec des machines qui coûtent super cher et faire profiter, pourquoi pas, peut-être des pays dits asséchés en tout cas. Voilà, bon ça c'est encore une autre histoire naturellement. Il faut voir avec les autorités, tout ça c'est un peu compliqué. Alors comment est-ce qu'on peut justement te contacter, Jérôme, justement si les personnes veulent, pourquoi pas se renseigner, demander des infos et pourquoi pas se procurer une pyramide créée par tes soins. J'ai une adresse mail, donc c'est l'eau de la grande pyramide @orange.fr. Donc l'eau de la grande pyramide tout attaché en minuscule. D'accord. Voilà. Et donc si les personnes veulent me contacter, si elles sont intéressées pour l'achat d'une pyramide, et je serais ravi de leur en fabriquer une. Avec des frais postaux, je leur enverrai, et puis garder contact, et puis de pouvoir me témoigner tous les bienfaits qu'elles ressentiront avec cette eau. Parce que ce qui est important pour toi, c'est, alors oui, la vente, si ça peut aider effectivement des personnes, mais toi c'est surtout aussi un retour. Oui. Quelque part, il y a un échange qui se fait, c'est ça qui est intéressant. C'est c'est pour poursuivre mes recherches. Ok, parfait. Et donc ton bouquin qui est, je crois, disponible chez Amazon, entre autres. Amazon, la Fnac, Fnac.com, tous les sites qui vendent les bouquins.
Ok, super. Voilà. Donc voilà, l'eau de la Grande Pyramide, on le rappelle, aux éditions donc Saint-Honoré. Voilà, je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie, Alexis, de m'avoir accueilli chez toi. Et Écoute, voilà. t'es toujours le bienvenu. Et puis, on suit tes travaux avec intérêt. Et on verra d'ici quelques mois, fin 2017, pourquoi pas. Sur l'ébauche d'un nouveau livre, voilà. D'accord. Voilà. Ok, super. Qui reprendra un petit peu tout Tu viens nous en parler quand tu veux. Ah bah, c'est gentil. Et je souhaite aux auditeurs donc de commenter cette vidéo, de s'abonner, de liker, etc., etc. Vous connaissez la suite. Et de contacter Jérôme si vous avez donc des questions et plus amples informations à demander. Voilà, merci beaucoup. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao, salut!